Europe 1, 6h48, Europe 1 vous répond, Maxime Switek. Bonjour Gérard Arnoux. Bonjour. Vous êtes ancien commandant de bord, je le disais, président surtout du comité de veille de la sécurité aérienne. La première question que j'ai envie de vous poser ce matin, elle est très simple. Ce Boeing de la Malaysia Airlines, qui a probablement été abattu par un missile au-dessus de l'est de l'Ukraine, cet avion, qu'est-ce qu'il faisait juste au-dessus d'une région en guerre ? J'ai envie de vous répondre, c'est la bonne question. Parce que cette région était en guerre, non seulement était en guerre civile, mais on a eu 3 avions abattus ces derniers jours. Donc, 3 avions militaires. Oui, 3 avions militaires. Un avion qui volait à basse altitude, qui peut être abattu avec des missiles d'épaule, dont disposent tous les rebelles un peu partout. Et 2 Sukhoi, quand même, là c'est déjà un travail un peu plus compliqué, d'abattre un chasseur. Et donc ces événements-là auraient dû attirer l'attention des autorités de l'aviation civile. Alors qui est responsable de ce genre de choses ? Bien, en tout premier lieu, l'aviation civile ukrainienne. Bon, mais c'est un pays qui avait décidé visiblement de laisser ouvert l'espace aérien ukrainien. Peut-être pour des raisons politiques. Et puis en plus, c'est un pays qui est dans une situation extrêmement compliquée. Donc on n'est pas sûr d'avoir les bonnes décisions par les bonnes personnes. Ensuite, il y avait les Russes, puisqu'on est à la frontière russe. Et puis, bien évidemment, l'Agence de sécurité européenne, qui aurait pu aussi prendre cette mesure, et toutes les directions générales des aviations civiles des compagnies concernées par le survol de cette zone. C'est ce que j'allais dire. Les compagnies aériennes, même si l'espace aérien ukrainien était ouvert, elles auraient pu décider de contourner. Vu les événements de ces derniers jours, une compagnie peut le décider. Alors, dans la hiérarchie des décisions, c'est pour ça que j'ai d'abord parlé des aviations civiles, des responsabilités au niveau des aviations civiles. Bon, et après, effectivement, la compagnie peut, à titre de précaution, décider de ne pas desservir telle ou telle zone. Bon, par exemple, on pourrait se poser la question aujourd'hui, est-ce qu'il est bien opportun, puis ça vous lancera sur le deuxième sujet, de desservir l'aéroport de Ben Gourion aujourd'hui, compte tenu des événements en Israël. C'est effectivement une question. On va rester sur le cas ukrainien. Je précise d'ailleurs ce matin que l'espace aérien de l'Ukraine est désormais bel et bien fermé. Au vu des images qui sont diffusées depuis hier soir, images des débris de l'appareil où on voit à la fois des parties calcinées, détruites et d'autres en meilleur état. On a retrouvé des sièges, par exemple des passeports. Ces images, est-ce que pour vous, elles sont compatibles avec la thèse du missile, qui est, je le répète, la thèse la plus probable aujourd'hui ? Est-ce que vous arrivez à répondre à cette question ? Elles le sont parce que ce qu'il faut noter, c'est que les débris nous a-t-on dit, sont répartis sur, je crois, un rayon ou un diamètre de 15 km. Une quinzaine de kilomètres, oui, c'est ça. Donc ça signifie que l'avion n'est pas arrivé entier au sol. Si l'avion arrive entier au sol, les débris sont relativement concentrés, avec peu de chances de trouver quoi que ce soit, comme des passeports en papier, des choses comme ça, alors que là, le fait d'avoir trouvé des documents intacts, et comme vous l'avez dit, des sièges éventuellement, on peut effectivement s'attendre à une explosion en vol. Alors je le répète, une des hypothèses, c'est que les rebelles pro-russes auraient pris cet avion civil commercial pour un avion militaire. Ça, c'est une des hypothèses ce matin qui est accréditée d'ailleurs par des écoutes des services de renseignement ukrainiens. L'information est donnée, je le précise, par l'Ukraine. Les batteries de missiles ne sont pas capables de faire la différence entre un avion militaire et un avion commercial ? Normalement, si. Pour abattre un avion de ligne à cette altitude, à 10 000 mètres environ, il faut des missiles déjà extrêmement sophistiqués. C'est pas le fantassin avec son missile d'épaule qui peut y parvenir. Il faut donc tout un équipement, un camion, de l'électronique, de l'informatique. Et normalement, effectivement, il y a des radars d'acquisition qui se verrouillent sur les étiquettes de l'avion. Normalement, on ne peut pas confondre un avion civil et un avion militaire. Maintenant, personne n'avait intérêt à abattre un avion de ligne à cet endroit, que ce soit les rebelles, que ce soit le gouvernement ukrainien. C'est l'autre question ce matin. Voilà. Pourquoi ? Quel intérêt ? Moi, je pense plutôt une bavure. Alors, est-ce que... parce que on nous dit qu'il n'y a pas ce genre de matériel sur le territoire ukrainien aux mains des rebelles, mais on sait que la frontière elle est poreuse, qu'elle est très proche. Une telle batterie de missiles, elle peut tirer à 50 km, donc c'est pas le problème, on va dire. L'enquête maintenant, Gérard Arnoux, qui peut la mener ? Eh bien, c'est le problème, parce qu'on a vu déjà des gens fouiller dans les décombres, ce qui est complètement inhabituel. La première chose à faire dans ce cas-là, une fois qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de survivants, parce que c'est évident là, il fallait mettre un périmètre de sécurité, interdire tout accès à
quelques personnes, que ce soit en dehors d'enquêteurs du Geler moment, complètement la zone. Geler la zone, ça n'a pas été fait. Les rebelles se sont baladés toute la nuit là-dedans. On nous parle de la saisine des boîtes noires par les rebelles. Enfin, s'ils en ont trouvé une, semble. Ça, c'est pas confirmé, C'est visiblement. pas confirmé. Mais quoi qu'il en soit, j'ai cru comprendre qu'ils souhaitaient l'envoyer à Moscou. Alors là, c'est pas comme ça que ça se passe normalement non plus. Vous remarquerez d'ailleurs que les États-Unis ce matin ont dit que ils exigeaient un cessez-le-feu dans la zone pour mener une enquête indépendante avec certainement une commission internationale. C'est une bonne demande parce que, d'abord, ces boîtes noires, elles doivent être saisies, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'elles vont nous apprendre? On pourra en parler si vous avez 2 minutes. C'est normalement l'État d'occurrence qui doit les saisir. Donc l'Ukraine. Les transférer, s'il n'a pas les moyens de les analyser, les transférer à... alors là, on a la Malaisie, mais on sait qu'elle n'a pas ces moyens. La Hollande, je n'en suis pas sûr. Et derrière, les États-Unis, puisqu'il s'agit d'un Boeing. Et la France? Alors on ne sait pas encore pour l'instant s'il y a des victimes françaises. Si c'était le cas, la France pourrait demander à participer à l'enquête? Oui, la France va certainement le faire d'ailleurs, puisqu'il y aurait entre 4 et 6 victimes françaises. Elle est tout à fait... Et la France est compétente pour mener également ce genre d'enquête. Très rapidement, Gérard Arnoux, vous parliez des boîtes noires. Les boîtes noires, qu'est-ce qu'elles pourraient nous apprendre? Elles ne pourront pas nous dire grand-chose, mais elles pourront nous dire au moins si tout fonctionnait normalement à bord. Et donc, si tout fonctionnait par défaut, c'est qu'un événement extérieur, voilà, ça c'est sûr. Et le deuxième point, c'est que l'enregistreur de conversation dans le poste de pilotage aura peut-être enregistré avant de s'arrêter le bruit d'une explosion. Merci Gérard Arnoux, merci d'être venu ce matin sur Europe 1, ancien commandant de bord, je le disais, et vous présidez également le comité de veille de la sécurité aérienne. Merci beaucoup Gérard Arnoux, merci d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1.